Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape du jour sur le Tour des Alpes. Un débrief qui va être assez rapide du côté de cette étape. Pour le général il s'est pas passé tant de choses que ça. Par contre on a eu une belle performance d'un coureur. Pardon, donc c'est pour ça que je voulais en parler. On parlera également de l'étape de demain. Ça sera peut-être la dernière option. Peut-être pour essayer de changer les choses du côté du classement général de cette 48e édition du Tour des Alpes. Eh bien on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. On commence tout de suite avec l'étape, très simple. Une échappée qui a résisté jusqu'au bout avec un sacré numéro aujourd'hui. 78 km en solitaire, ce qui doit être le record depuis le début de la saison pour Marco Frigo, qui a fait une démonstration aujourd'hui. Marco Frigo, voilà, impressionnant. Alors vous savez que Marco Frigo, c'est un coureur que j'aime plutôt bien parmi les coureurs. Vous savez, j'en parle quand même quelques fois de Marco Frigo. J'avais bien aimé son début de Vuelta l'an dernier. Ça s'est arrêté un peu vite, mais j'avais bien aimé son début de Vuelta. Et Marco Frigo, c'est vraiment un très bon baroudeur. Comme on en a connu du côté des coureurs italiens. C'est un coureur qui a beaucoup de qualité et surtout, un peu comme Benelli, ce sont des roules toujours. C'est des coureurs qui sont très offensifs. Alors c'est pas forcément les coureurs les plus pragmatiques dans leur manière de courir. Ils comptent pas leur coup de pédale, ils sont généreux dans l'effort. Mais aussi Raúl García Pierna, le coureur d'Arkea qui est dans des échappées, c'est aussi des mecs qui sont importants pour que des échappées aillent au bout. Et souvent ces coureurs-là, ils se font battre de temps en temps parce que vous avez des coureurs qui sont meilleurs tactiquement. Mais là, il est tombé avec un Nicolas Prodhomme, qui est aussi un coureur qui est généreux dans l'effort. Bon, avec Van Daal et Auguste, qui sont pas des coureurs encore extrêmement expérimentés. Et puis bon, Stork et Chris Hamilton, Hamilton et Tarozzi, qui sont aussi des coureurs généreux dans l'effort. Il y avait Ben Sveoff également du côté de la Red Bull Bora. Et Marco Frigo, donc ils ont su prendre de l'avance. Et puis après, il a été culotté de partir d'aussi loin dans la dans la première montée du jour au classement de la montagne. Et puis après, il déroule. Et pourtant, il y a un moment, on se dit, à la 40 bornes de l'arrivée, il a 2 minutes d'avance. On se dit, bon, le peloton va revenir. Sauf que le peloton, à un moment, a décidé un petit peu d'arrêter de rouler sur la phase de plat. Je crois qu'on n'a pas réussi à s'entendre entre différentes équipes. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment collaboré. Donc il reprend. À ce moment-là, il a 2 minutes, puis 2,30, 3 minutes, 3,45, 4 minutes, 4,10 à un moment. Alors, il faut se méfier des écarts à l'italienne, je veux dire, c'est aussi la RAI qui gère les écarts du côté du Tour des Alpes, pas que la réalisation télé. Et là, Marco Frigo, qui arrive à tenir la cadence, qui va aller jusqu'au bout, malgré le fait que son équipe a roulé derrière. Alors, je me suis dit à un moment, j'espère que Richie Tello, il est sûr de lui. Parce que Marco Frigo est à l'avant, l'écart donc 10 minutes, sous l'impulsion d'Israël qui fait un énorme tempo au pied de la dernière bosse, il n'y a plus que 2 minutes en gros, et là je me dis, enfin 2,30, plutôt 2,30, et là je me dis, putain ils sont sûrs d'eux, parce que là Marco Frigo il avait course gagnée, en gros à ce moment-là, je me dis, si derrière Richie Tello lui plombe la victoire et qu'en plus à la fin il se fait rattraper et qu'en gros c'est un Ciccone ou un Storer qui s'impose, parce qu'en gros Richie Tello fallait qu'il soit seul, ou si Direct J se fait avoir, je me dis ça sera tout raté du côté d'Israël. Et alors l'ambiance
l'ambiance à l'hôtel, ouais, elle peut être vraiment terrible, hein. Et Marco Frigo, après, je crois que c'est un coureur qui est en fin de contrat. Euh, Autant te dire que non, il a encore une année. Mais il aurait peut-être cassé son contrat, Marco Frigo, le coureur italien. Et puis, bah, il arrive à tenir derrière Riccitello. Plafonne, la descente et pas l'avantage de Riccitello. Frigo prend des bonnes trajectoires, il garde cette trentaine, quarantaine de secondes d'avance. Ce petit matelas, les 2 derniers kilomètres, en plus, était assez technique pour récupérer la ligne d'arrivée. Donc, bah, ça n'a pas suffi pour se réorganiser derrière et pour revenir sur le coureur italien, mais grosse performance, hein, du côté de Marco Frigo. Première victoire chez les professionnels, et un petit peu comme Geoffrey Bouchard, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait remporté également sa première victoire chez les pros, parce que je rappelle que le circuit des Ardennes et la Ronde de l'Isère sont des 2.2, donc ça ne compte pas techniquement sur les victoires pro, c'est à partir de 2.1 et de 1.1 que ça compte. Mais du côté de Geoffrey Bouchard aussi, qui avait fait un sacré numéro, hein. Pour ceux qui se rappellent qu'en Autriche, quand il s'était imposé sur le Tour des Alpes lors de la première étape, où il avait résisté comme ça pendant de nombreux kilomètres en solitaire, je ne sais plus si c'était 35-40 kilomètres en solitaire, Geoffrey Bouchard ce jour-là, bah, je pense que Marco Frigo s'en souviendra très longtemps de celle-là, parce que waouh, ça a été une belle bagarre. Et surtout, son équipe ne l'a vraiment pas aidé. Et c'est un coureur que je trouve qui est talentueux, qui a déjà fait podium sur 2 grands tours, sur des étapes. Bah là, enfin la victoire pour lui. Ça doit lui faire le plus grand bien à ce coureur italien. Derrière, donc comme je vous disais, statu quo, hein, entre les leaders du général. On a même Derek G qui a fini avec les meilleurs. On a Euladio également, le jeune portugais de la Bahrain Victorious, qui a fini dans le bon premier groupe. Juan Pedro Lopez aussi, du côté de cette formation. Les bonifs, c'est Inlay et Derek G. Et Paul Sexas, aujourd'hui, c'était Félix Gall qui roulait pour Paul Sexas. Donc on verra si on a un changement de stratégie entre les 2 coureurs. Au début de la semaine, c'était quand même plutôt Félix Gall leader, et on attendait de voir pour Paul Sexas. Mais vu les performances de Paul Sexas, j'ai l'impression qu'on est en train de changer un petit peu son fusil d'épaule. C'est vrai qu'on se demandait dans les commentaires si on a déjà connu un coureur français aussi jeune et aussi performant en montagne. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors moi j'ai cité Romain Sicard, pas forcément au niveau de l'âge, parce que Romain Sicard, il avait déjà, je crois, 23 ans, mais c'était encore en 2009. C'est-à-dire, il faut se rappeler, à une époque où des jeunes de 19 ans qui étaient chez les professionnels, ça n'existait pas, à part Philippe Gilbert, et où Romain Sicard, pourquoi je cite Romain Sicard, sur les 6 premiers mois de carrière. Si on regarde les 6 premiers mois, on va dire dans l'équipe 1, que ça soit Paul Sexas ou Romain Sicard quand il était chez Euskaltel, les 6 premiers mois de Romain Sicard chez Euskaltel sont excellents. Notamment, il y a une victoire sur le Dauphiné. Une victoire je crois que c'était une victoire du côté de Romain Sicard sur le Dauphiné. Et puis ensuite, problème de genou, et là, patatras. On pourrait citer Brice Feuillu, on a cru, avec sa victoire en Arcalis, mais on a compris assez vite que c'était un coup d'éclat. Mais oui, des jeunes. Brice Feuillu, il devait être un peu plus jeune. Il devait plutôt avoir 21, un truc comme ça, 21-22 à l'époque. Mais moi, je citerais Pierre Rolland. Mais il n'avait pas ces résultats-là, Pierre Rolland, en montagne. Mais c'est vrai que Pierre Rolland, au Crédit Agricole, pour dire que ça remonte. Alors j'ai un souvenir de loin, il faudra regarder plus en détail. Mais il y avait quand même un petit côté Kratquito du côté de Pierre Rolland. Et qui a démarré aussi assez jeune, Pierre Rolland, hein. Je sais pas si c'était pas à 21, 22 ans, à une époque encore une fois où les coureurs arrivaient chez les professionnels plus tard qu'aujourd'hui. Mais oui, là, Paul Sexas, c'est quand même vraiment très intéressant ce qu'il produit.
Encore une fois, il faut rester calme, il ne faut pas trop s'enflammer, mais là pour le moment, il coche les cases, il les coche bien, donc il faut passer les étapes les unes après les autres, mais s'il continue de bosser de cette manière-là, ça va être très intéressant à l'avenir. Que dire d'autre? Arensman, toujours pas ça. Dunbar non plus. Hein. Sur cette semaine de compétition, hein, Eddie Dunbar qui est en retrait, donc qui est pas suffisamment en forme. Si le Giro démarrait, le Giro est quand même dans 2 semaines, donc ça serait bien d'avoir un peu des résultats un petit peu meilleurs. Après, l'avantage du Giro, encore une fois, c'est que les difficultés sont lors de la 3e semaine. Le départ est assez tonique en Albanie, mais est-ce qu'on fera des gros écarts? Ça, c'est la grande question du côté de l'Albanie. La 3e semaine, c'est beaucoup plus calme du côté de la course. Et puis Hugh Carty, Hugh Carty, ça fait quand même depuis des années qu'il a complètement disparu, Hugh Carty, du côté des meilleurs coureurs. Hein. C'est quand même un mec qui a vraiment bien disparu. Tiens, Alexander Konichev, qui était passé par Bike Exchange et maintenant chez Vorarlberg, j'avais raté ça. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour Konichev, qui est le fils de Dimitri Konichev, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a des noms comme ça, on les retient un petit peu plus que d'autres. Des abandons aujourd'hui, Lucas Hamilton, notamment Alexandro Iacchi, du côté de la solution tech. Et j'avais oublié de vous dire, il y a Chris Froome au départ. Parce que c'est vrai que ça commence à devenir presque une exception, les courses où il y a Chris Froome. Et encore plus drôle, il y a Chris Froome et Arashiro. Et aujourd'hui, Arashiro et Chris Froome ont fini l'un derrière l'autre. Mais c'est vrai que Chris Froome, qui je pense est dans sa dernière année, à part miracle, et pour le moment, UAE Tour des Alpes, il y a des moments, il faut savoir arrêter. Hein. Regardez sa courbe Pro Cycling, son classement pro ranking, la PCS ranking 2018, donc victoire sur le Tour d'Italie, puis chute au Dauphiné, voilà. Donc c'est déjà un peu moins bien que les années précédentes, mais bon. Et puis depuis sa chute, voilà. En gros, c'est le néant. Voilà, l'an dernier, il y a des coureurs de Continental je pense que chez Saint-Michel-Aubert 93, tu as au moins 7 ou 8 coureurs qui ont marqué plus de points que ça. Facile, hein. Donc quasiment plus de la moitié de l'équipe. Je pense que tu as les 2 tiers de Saint-Michel, Mavic, Aubert 93 qui ont marqué plus de points. Je pense qu'il y a des moments, il faut savoir arrêter, quoi. Parce que là, s'il prend sa retraite, Chris Froome, ça sera très dur à noter, parce que pour moi, il aura pris sa retraite trop tard. Vraiment trop tard. Et ça nuit forcément à sa réputation. Comme Sagan, pareil, qui ont pris leur retraite, au moment tu te dis, c'est des mecs qui, je pense, avaient la tête à autre chose qu'au cyclisme. Peut-être, ou au cyclisme professionnel. Vous savez que maintenant, Chris Froome est plus influenceur qu'autre chose. Classement général, Storer, donc en tête, toujours avec 41 secondes d'avance sur Ciccone, qui passe devant Sexas au niveau des places. À l'arrivée des étapes, on retrouve ensuite Jane Lay et Félix Gall, donc Jane Lay qui gagne 2 positions et qui passe donc devant Gall et Romain Bardet qui sont derrière lui, Max Poul, Cepeda, Piganzoli, Caruso dans le top 10. Le classement du maillot vert, c'est toujours, du classement de meilleur sprinter, c'est toujours Ciccone devant Frigo et Paul Sexas. Maillot à pois, c'est Finlay, Pickering devant Frigo, Koen Bouman. Le maillot blanc, Paul Sexas a été menacé par El Chitello aujourd'hui, mais il a réussi à rectifier le tir, donc il garde ses 33 secondes d'avance sur lui. Max Poul à 12 secondes, Piganzoli à 19. Puis le classement par équipe, c'est la Décathlon devant la Lidl, la Bardiani et Israël. L'étape de demain, on arrive vers Obertila. Oui, je dirais option quand même demain, parce que vendredi, vendredi tu peux aussi, mais l'étape étant très courte, faudra voir. Mais normalement, cette étape autour de Bertila, un final avec des bosses, mais pas encore des très longues bosses, donc on verra si ça permettra. C'est une bosse de 3e catégorie dans le final. Donc soit on tente de partir de loin, il y a ces rampes là, 2 km à 10%,
à 100, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, qui peuvent être une belle rampe là ici pour tenter d'aller jouer la Gagne demain. Donc il faudra voir comment ça se passe du côté d'Aubertilla, avec une journée où on sera tout le temps haut en altitude, hein. Au mieux, on sera à 800 mètres. Donc on sera entre 800 et 1500 mètres d'altitude pendant toute la journée. Donc c'est exigeant, voilà, pendant toute une étape, ce genre de situation. Et on passera en Autriche demain, on quittera l'Italie pour aller du côté de l'Autriche, on passera la frontière. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao, ciao!